Un des aspects de cette exposition est de marier donc un matériau classique avec une idée contemporaine qui s'occupe, pour ce cas précis, de la vague numérique que l'on traverse en ce moment. Un des aspects de cette vague numérique, c'est qu'elle force l'immatérialité. Donc il y a un dialogue que j'ai essayé de créer entre la matière et l'immatériel. Et donc traiter l'immatérialité dans le marbre, c'est forcément un paradoxe. Et c'est à travers ce paradoxe que j'essaie de construire la série que vous pouvez voir ici. Le QR code, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un quick response, c'est un langage informatique fait sur un algorithme qui a été inventé par Toyota. Et puis, une des caractéristiques de ces QR codes, c'est que c'est un langage que l'humain a inventé, mais qu'il ne peut pas apprendre, qu'il ne peut pas lire, qu'il ne peut pas mémoriser, qu'il ne peut pas décoder. J'ai trouvé assez intéressant de s'intéresser à la question du langage via la pierre, via l'écriture, parce que le langage étant le miroir de la pensée, on voit à travers les siècles comment les langages évoluent, et à travers l'évolution du langage, on peut comprendre aussi comment fonctionnent et évoluent les sociétés. Je trouvais assez intéressant de m'orienter vers un langage justement qui risque de disparaître, ou un langage qu'on ne peut pas comprendre. Les algorithmes qui composent ces QR codes vont peut-être disparaître assez vite parce que l'évolution numérique est tellement rapide que finalement, si ces algorithmes sont désuets dans 10 ans et qu'ils sont remplacés par des beaucoup plus complexes, c'est pas sûr qu'on puisse les lire. C'est comme vos disquettes informatiques sur vos ordinateurs, c'est comme un certain nombre de programmes qu'on simplement on peut plus lire. Ce qui est assez étrange parce que finalement, les choses vont très très vite, mais se perdent aussi très très vite à une vitesse qui s'accroît. C'est-à-dire que un livre de la librairie d'Alexandrie, par exemple, s'il n'est pas brûlé, on arrive à le lire même s'il a 2500 ans, alors que finalement, peut-être un langage sur nos ordinateurs peut disparaître en 10 ans. L'autre aspect que je trouve intéressant, c'est que via la force numérique, on développe tout un tas de technologies qui sont très puissantes, mais en même temps qui laissent un petit peu en arrière d'autres aspects du corps, notamment certains des sens, certains de nos sens. Pas tous les sens sont utilisés de la même chose via la révolution numérique, c'est-à-dire que via nos écrans, via la virtualité, via la reconstruction d'images derrière ces filtres numériques, sont surtout sollicités la vue et l'ouïe, c'est-à-dire que on découvre le monde à travers des écrans avec la vue et l'ouïe, vu qu'on voit beaucoup, tout le monde se balade avec un écouteur plugué dans les oreilles. Par contre, les autres sens, par exemple comme celui du toucher ou du goût, les sens de proximité, sont eux plus négligés, sont plus laissés en arrière via cette évolution-là. Je trouve assez intéressant de mettre en valeur ce paradoxe-là, parce que quand on fait de la sculpture, on utilise la pierre, par exemple, c'est sûr qu'on est confronté à la matérialité, au poids, à la rugosité, à la dureté du matériau, à l'aspect de la pénibilité. Et l'aspect de la pénibilité passe par tous les sens du corps. Or, la pénibilité, c'est quelque chose qu'on essaie aussi beaucoup effacer dans cette société. Il y a un petit questionnement qui est fait derrière ces pièces, à savoir, est-ce que la révolution numérique n'est pas en train de nier une partie de la fonctionnalité biologique du corps ? Et c'est une façon de se poser de cette question. C'est pas une critique sur l'évolution technologique, parce qu'elle est importante, elle est même peut-être... elle est à la fois innovante et peut-être très salvatrice, elle va nous faire beaucoup de progrès, amener beaucoup de bien, mais elle peut aussi amener pas mal de mal. Et comme finalement cette technologie va plus vite que notre capacité à la gérer, à y mettre des lois, à développer la sagesse qui va autour de ces propositions technologiques, il est très possible que si ça tombe en de mauvaises mains, eh bien on verra plutôt l'aspect du mal que l'aspect du bon. Derrière moi, vous voyez un des QR codes qui est noir. Ce QR code noir, il reprend la devise Don't be evil, qui est la devise de Google. Donc j'avais trouvé un petit peu satanique ou un petit peu fort que la devise de Google ne soit pas diabolique, parce que je trouve assez évident que la puissance qu'ils développent avec la superconnectivité qu'ils sont en train d'emmagasiner, c'est sûr qu'ils ont un énorme pouvoir. C'est sûr qu'ils sont en train de collectionner, ils sont en train d'avancer sur le territoire de la possession des données de façon pratiquement irrattrapable. Ils sont 2-3 entreprises à se battre pour ça. C'est le fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Et donc, ils sont, eux, détenteurs d'un énorme pouvoir que personne ne peut encore vraiment légiférer. Donc, c'est aussi une façon de mettre en évidence des phrases que quand on les lit dans son ordinateur,
on les cautionne pas la même chose que qu'on les lit en dehors de l'ordinateur. Si votre ordinateur vous dit vous avez contracté un virus, ça n'a pas le même impact que si c'est votre médecin qui vous le dit. Donc c'est cette idée aussi de sortir les choses de l'ordinateur et puis avoir un regard un petit peu neuf dessus. Donc ici, j'ai travaillé un petit peu sur le cerveau de deux façons. J'ai travaillé sur un cerveau déplié et sur un cerveau cubique. Et le cerveau cubique, c'est un petit Rubik's qui fait 12 cm par 12 cm, qui, quand en fait, on fait 12 fois 12 fois 12, on arrive à peu près à 1300-1400 cm3, ce qui est en fait le volume d'un cerveau. Et il est carré parce que pour montrer aussi la rationalité, l'idée qu'on pourrait ranger des cerveaux sur les étagères pour essayer de gagner de la place. Et puis l'autre aspect, c'est un cerveau déplié. Parce qu'en fait, votre cerveau, si vous le sortez de votre boîte crânienne, c'est une sorte de drap géant qui fait entre 1 et 2 mètres carrés. Ici, vous verrez un cerveau qui est déplié, qui a la forme en fait où les circonvolutions reprennent la forme d'un labyrinthe. Il est dressé contre une lumière afin d'attraper une sorte de transparence. C'est une pièce qui est travaillée très très finement afin que la lumière passe à travers. C'est aussi un peu le défi technique qui m'intéressait dans le travail de la pierre. Comment travailler la pierre classique, mais de façon contemporaine. Donc là, grâce à certaines machines avec qui ont pu aider mes petits doigts, on a réussi à faire quelque chose de très très fin où la lumière passe à travers. Du coup, on a une allusion au vitrail et donc à une certaine spiritualité. Donc c'est aussi un petit peu un rappel, attention, à la fragilité, à la magie de la vie, où peut-être tout n'est pas si facile à refabriquer si simplement parce qu'on met beaucoup d'argent dedans comme on le fait à la Silicon Valley, où énormément d'entreprises travaillent sur l'immortalité, sur le cerveau, sur l'intelligence artificielle. Et la main de Dieu, c'est un des thèmes classiques de la création. C'est le thème de la création qui a été développé par pas mal d'artistes pour l'histoire de l'art. On peut penser à Michel-Ange, on peut penser à Rodin, etc. Donc aucune prétention derrière ce titre, c'est juste rappeler que l'idée de ce thème de la main de Dieu, c'est le rappel de la création. Qu'est-ce qui crée quoi? Alors cette main, elle a écopé d'un glitch numérique, c'est-à-dire qu'elle s'est fait contaminer par un parasite numérique. Et ce parasite fait que la main commence à se pixeliser et à se décomposer en tranches horizontales. C'est comme quand votre télévision bug et puis qu'elle crée des espèces de petits cubes. L'idée qui est là, elle pose pas mal de questions, à savoir est-ce que la matière est virtuelle, est-ce que la création est virtuelle, est-ce que Dieu est virtuel? Mais surtout, elle pose la question qu'est-ce que donnera le mélange entre l'organique et l'inorganique? C'est-à-dire que si on vous met une puce dans la tête pour que vous parliez plusieurs langues ou bien que vous guérissiez d'Alzheimer et que cette puce attrape un virus numérique, qu'est-ce qui se passera dans cette combinaison entre organique et inorganique? Est-ce que le virus numérique pourrait contaminer l'organique? Et ça, on n'en sait rien du tout. Donc, on joue un petit peu aux apprentis sorciers, mais c'est les cyborgs ou l'homme augmenté, c'est une des questions qui est posée par la révolution numérique. Et puis, comme c'est sûr qu'on y va, qu'on le veuille ou non, je trouve toujours intéressant d'avoir un petit peu de recul et puis essayer de poser ces questions.